Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne suis ni à Paris, ni en Bretagne, mais à Lyon, pour répondre à cette grande question: quelles sont les erreurs à éviter pour réussir son contrôle d'hygiène en restauration? Bonjour Leslie, bonjour Céline. Bonjour. Merci de me recevoir chez LHL. On va parler aujourd'hui hygiène et contrôle sanitaire. Est-ce que vous pourriez, avant toute chose, nous présenter rapidement le laboratoire? Du coup, le laboratoire, il a été créé en 98. Les activités principales, c'est surtout les audits en hygiène, dans les restaurants, pour les contrôles sanitaires, donc soit en préventif, soit en curatif. On est 6 techniciens, je dirais, 6 ou 7. Et on couvre toute la région Rhône-Alpes, donc on contrôle tout ce qui est hygiène, tout ce qui est document unique pour les risques professionnels et la partie thératisation. Ça fait qu'on a quand même un pôle assez large pour pouvoir en fait remplir un peu les demandes de chaque établissement. En moyenne, on passe 2 fois par an chez un client. Et après, on a un suivi, on peut rester, des fois on a des clients où ça fait déjà 15 ans qu'on les suit. On réalise des prélèvements, des analyses alimentaires, ce qui est obligatoire. De toute manière, il faut qu'ils fassent des analyses obligatoires au moins minimum 2 fois par an. Suite à ça, on rédige un rapport où on va expliquer tout ce qu'on a vu, ce qu'il faudrait qu'ils mettent en place. Et les analyses, quand ils reçoivent, après on va leur expliquer si jamais il y a un souci, les actions correctives. À quoi sert un contrôle sanitaire? Le contrôle sanitaire, déjà, c'est pas nous, ça va être la DDPP ou la DGCCRF. Le but de ces contrôles, c'est surtout de protéger en fait, le consommateur, de vérifier que l'établissement ne présente pas de risque pour le consommateur. C'est le but premier. C'est ça, que les respects de la réglementation aussi, donc d'un point de vue norme HACCP. Donc là, c'est de l'hygiène, que tous les autocontrôles, donc relevé de température, chaîne du froid, soient respectés, que les locaux ne soient pas insalubres aussi, parce que faire à manger dans des locaux insalubres, peut y avoir aussi une contamination indirecte. Il y a communication, parfois aussi, ils font des petites alertes en fait. Si l'établissement vient d'ouvrir, ils sont plus sujets à aller voir l'établissement, à faire un contrôle, on va dire, explicatif, un petit peu brut, pour que le restaurateur, le client ou autre, parce qu'il y a tous les métiers de bouche, boucherie, boulangerie également. Alors pardon, ça c'est important. Quand on parle d'établissement, on pense à quel type d'établissement? Alors on a précisément tous les métiers de bouche, donc restauration traditionnelle, collective, boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie, et on a aussi les écoles, tout ce qui va être collectivité. D'accord, restauration collective. Ouais. Ok. Donc vraiment tous les métiers de bouche en fait. Donc tout le monde peut être touché de la même façon. Par contre, les normes pour la collectivité, la traditionnelle ou tout ce qui va être métier de bouche, artisan, boucherie, boulangerie, ce ne sera pas les mêmes normes à respecter, mais ça se rapproche quand même. Lorsqu'il y a un contrôle, ça se passe comment? C'est-à-dire concrètement qui vient et on se présente comment? Ils ont leur carte, ils se présentent, ils disent bonjour, ils viennent pour le contrôle. D'accord. Donc là, généralement, il faudrait que le gérant soit présent. Après, ils vont faire le tour de l'établissement, ils vont regarder tout ce qu'en matière d'hygiène, ça va. Finalement, c'est un petit peu le même déroulement que nous quand on fait un audit. Donc c'est vrai qu'ils sont déjà un peu préparés quand ils sont en préventif. Parce qu'ils vont regarder tous les locaux, ils vont leur demander tous les documents que nous, on a l'habitude de regarder aussi. Et après, les preuves comme tout ce qui est traçabilité sur les produits, les factures, et donc faire leur tour comme ça, communiquer. Ça se peut que des fois, ils n'aient pas les documents tout de suite, donc après, ils peuvent être amenés à devoir les renvoyer. Quelle est la fréquence de ces contrôles? Moi, ce que j'entends un peu dans le métier, c'est le contrôle à l'ouverture quasi systématique. Et puis après, il y a quand même une certaine pénurie de fonctionnaires qui sont souvent débordés parce qu'ils ont beaucoup d'établissements à contrôler. Finalement, des contrôles qui peuvent s'espacer ou plutôt, on va dire les choses différemment, certains commerçants qui vont être contrôlés beaucoup plus que d'autres. Je donne un exemple. Je sais qu'un marché de Noël de Strasbourg, il est certain que le petit vendeur de churros va avoir l'administration qui va débouler, d'accord? Mais par ailleurs, la pizzeria dans une région un petit peu reculée va être, on va dire, moins sollicitée. Donc la question que je voudrais vous poser, de votre expérience, les contrôles sont effectués à quelle fréquence? C'est assez aléatoire en fait. Donc c'est sûr qu'un nouvel établissement a plus de chances de se faire contrôler.
Comme vous dites, avec la pénurie, on va aller, en général, ils vont vraiment vers les établissements donc, qui viennent d'ouvrir ou alors qui ont été dénoncés. D'accord. Il y a des dénonciations. Des risques aussi maladies, par exemple des intoxications alimentaires collectives. Donc là, ils vont aller inspecter. Après, c'est vrai que c'est très aléatoire. Et les gros événements, comme vous dites aussi, par exemple, moi je fais surtout l'Isère, donc il y a le Jazz à Vienne. Et quand il y a le Jazz à Vienne, en général, on sait qu'il va y avoir une descente d'inspection. Mais après, c'est vrai que potentiellement, je ne sais pas trop si on peut définir une fréquence en fait. Oui, c'est vrai que au tout début, on avait toujours, normalement, à l'ouverture, ils viennent contrôler effectivement, et c'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. En fait, déjà, ça va pas être dès l'ouverture, des fois, ça peut mettre 1 an avant qu'on ait vraiment contrôle, et il est vrai qu'il y a des établissements qui vont pas être contrôlés pendant 2-3 ans, et puis après, ils vont être contrôlés. Effectivement, il y a une pénurie, ils sont beaucoup moins nombreux, donc ça met un peu plus de temps pour tous les contrôler, parce qu'il y a énormément d'établissements par rapport aux inspecteurs. Mais du coup, là où on voit le plus fréquemment des contrôles, et effectivement, c'est comme Leslie le disait, ça va être vraiment... la priorité, c'est quand il y aura une intoxication alimentaire, là c'est sûr qu'ils interviennent. Une dénonciation. Alors des fois, c'est des dénonciations d'un voisin ou toi, mais de toute manière, ils sont obligés d'intervenir. Ou après, ça va être effectivement les passages un peu à l'improviste. C'est vrai que des fois, il peut y avoir par exemple un établissement qui s'est fait contrôler dans votre rue. D'accord. Et du coup, ils en profitent pour faire les restaurants d'à côté. Ok. Donc, ça peut être aussi un effet domino. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il vaut mieux être bien entouré. C'est un peu ça. Parce qu'avec un restaurant à problème à côté de chez soi, on est sûr d'avoir les inspecteurs qui vont passer tous les 2 mois aller voir si les casseroles sont bien nettoyées. C'est ça le truc. Après, il peut y avoir aussi c'est malheureux, mais des boucs émissaires, hein, parce que c'est vrai qu'on sait... Je sais qu'il y a certains établissements qui vont être plus à même d'être contrôlés parce qu'ils ont déjà vu quelque chose et ils se disent on va laisser un petit peu de temps pour que ça ajuste et puis on va retourner dans 2 ans et ainsi de suite aussi. Donc, de toute façon, il faut savoir qu'un établissement, si dès le premier passage il a été mal tenu, on va dire, c'est sûr qu'ils vont revenir jusqu'à ce que ça soit bien fait. Et puis qu'après, même quand ils vont avoir mis en place, ils vont leur dire ok, c'est bon, c'est tout bon. Ils repasseront dans 1 an pour vérifier. Donc une fois qu'on a été contrôlé et que ça s'est mal passé, c'est sûr qu'ils vont revenir souvent. On a déjà eu ce cas assez fréquent où ils les ont suivis jusqu'au bout pour vérifier que toutes les actions soient mises en place. En fait. Leslie, Céline, en tant qu'experte, quels sont, et votre connaissance évidemment du déroulement de ces contrôles, quels sont les points qui sont contrôlés par l'administration? Est-ce qu'on pourrait les reprendre dans l'ordre qui vous convient, dites-moi donc comment ça se passe. Les points les plus importants pour éviter en fait vraiment que l'hygiène, on va dire, leur mette soit un avertissement, soit une mise en demeure. Donc déjà le premier point, ça va être vraiment l'hygiène, le nettoyage des locaux, en fait, l'entretien des locaux. Donc en fait, pour bien comprendre, les inspecteurs rentrent dans l'établissement et viennent d'abord vérifier l'hygiène des locaux, c'est ça? Alors ils vont tout vérifier, mais en fait, je pense qu'il y a le caractère un peu humain. Alors moi, c'est ce que je pense. Après, on va dire que c'est par rapport aux inspecteurs, mais c'est comme si vous visitez une maison. La première chose que vous voyez, ça va être l'état de la maison. D'accord. C'est la première impression que vous allez vous faire. Donc et après, vous allez être beaucoup plus strict, beaucoup plus si vous voyez que tout est mal tenu. Alors que si vous voyez déjà que c'est propre, vous savez déjà que en fait, la personne, elle fait attention, elle est plus sujette à respecter la réglementation. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément un inspecteur va peut-être pas vérifier ça en premier, mais c'est vrai qu'en majorité, c'est toujours ça qu'on regarde nous en premier. Je vois nous, tous les techniciens, on rentre dans une cuisine, soit on voit que c'est propre, soit on voit que ça l'est pas, mais c'est la première chose qu'on regarde. D'accord. Donc, on va pas fouiller. Il n'y a pas forcément un ordre de contrôle. C'est qu'on arrive, des fois ça va peut-être commencer par la salle, on va vérifier, ou des fois ça va être la cuisine, la cave, la réserve, la plonge. C'est vraiment, on regarde, mais c'est vrai qu'en premier lieu, ce qui joue vraiment, c'est l'hygiène, l'état des locaux, le nettoyage. Si on voit que y a de la graisse de partout, que le sol n'est pas nettoyé, les joints des frigos encrassés ou même limite déchirés. Alors justement, là c'est une chose qui est très intéressante. Donc on a bien compris qu'il n'y avait pas forcément d'ordre. Oui. Mais quels sont les points? Vous savez, c'est un peu comme le contrôle technique. On vous dit votre voiture, elle a passé le contrôle technique, on a vérifié 120 points pour savoir si votre Clio elle était apte à reprendre la route ou pas.
quels sont les différents points, on va dire les gros sujets qui sont sur lesquels l'administration va enquêter. Justement, donc du coup, l'entretien des locaux, nettoyage. Alors, entretien des locaux, nettoyage. Voilà, donc il y a l'état des locaux aussi. D'accord. S'il y a un mur abîmé. Donc un mur dégradé, c'est un problème. Oui, oui, l'état des locaux, c'est important. Parce que si vous travaillez avec un mur qui fait de la poussière ou de la terre qui tombe sur des carreaux de carrelage cassés, on ne peut pas les civer, donc il faut vraiment que ce soit bien lisse et facilement nettoyable. D'accord. Ensuite, on a l'état des équipements. Si on reprend la grille. Oui, allons-y. On a l'état des équipements, donc équipement froid, équipement chaud, donc l'état des joints. Il ne faut pas qu'ils soient déchirés, parce qu'après ça permet justement, l'eau elle stagne, ça s'encrasse, ça devient... Et le fait que ce soit déchiré, le frigo va moins se fermer hermétiquement. Exact, ouais. Donc le contrôle des températures, relatif au frigo aussi, donc il faut que ce soit fait de façon quotidienne, donc relevé de température. Donc vous vérifiez, enfin l'administration vérifie qu'il y a bien les relevés de température? Oui, à savoir que en plus dans le plan de maîtrise sanitaire, ça a été un peu modifié, ils ont mis que c'était fortement recommandé d'avoir des enregistrements automatiques. Ah, donc quand on dit fortement recommandé, c'est qu'à mon avis dans pas longtemps ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire. Ça c'est un peu ce qu'on est en train justement de préciser un petit peu de plus en plus à l'OPIN depuis quelques mois. Mais effectivement, avant, il fallait noter tous les jours. C'était une fois par jour ou 2 fois par jour? Alors, c'est 1 fois par jour, mais en collectivité, c'est 2 fois par jour, voire à ouverture-fermeture d'établissement. D'accord. Ok, donc l'état du matériel. Voilà. Ensuite, quels sont les autres points qui sont vérifiés? Donc, ça va être tous les autocontrôles. Donc, relevé de température. Relevé de température. Après, le contrôle des matières premières à réception. D'accord. Qu'ils en mettent à place. Et dater, en fait, ça c'est super important. Et protéger le produit, c'est quand vous avez préparé quelque chose, il faut que ce soit filmé, remis au frais. Et dater toujours la date de fabrication, date d'ouverture, date de congélation, décongélation. Il faut qu'à chaque fois on sache depuis combien de temps est le produit dans les frigos. Sachant que si on met un produit qui n'a pas de date, les inspecteurs ont le droit de se débarrasser du produit. Okay. Ils font rarement, très rarement ça, mais ça fait 17 ans que je travaille dans le laboratoire. En 17 ans, je l'ai vu 2 fois. Où une pizzeria qui a été contrôlée et le jambon n'avait pas été daté, ils lui ont jeté son jambon parce qu'il n'y avait pas de date. Bon là je pense que c'est un cas extrême mais ça peut arriver. Là il n'y a pas très longtemps mes clients ils ont jeté tout ce qu'il y avait dans le congélateur aussi. Donc c'est pour ça oui s'il y a vraiment quelque chose c'est date, protégée, relevé de température, contrôle la réception des matières premières, étiquette. Et le dernier point le plus important ce sont les étiquettes. Parlons-en. Oui. Donc, du coup, en fait, il faut garder toutes les étiquettes de traçabilité, c'est-à-dire tout ce qui contient le numéro de l'eau, la DLC ou DDM, date de péri minimale, donc de tous les produits d'origine animale. En fait, tant qu'on a le produit... Uniquement des produits d'origine animale? Tant que vous avez le produit, vous gardez toutes les étiquettes. Une fois que le produit a été consommé, il faut garder tout ce qui est que d'origine animale. Sauf en collectivité. Oui, il faut tout garder. D'accord. Oui. Donc, je vais vous donner un exemple. Un crêpier qui utilise de la farine, vous ne serez pas surprise par cet achat. Il doit garder donc il a son paquet de farine, on imagine c'est un paquet d'1 kilo, donc il a son paquet de farine, ensuite il va faire sa préparation. Il doit conserver le paquet de farine ultérieurement, ou bien une fois que la farine a été utilisée, il n'a pas besoin de garder la trace du numéro de l'eau de la farine. Pour le numéro de l'eau de la farine, tant que le produit n'a pas été consommé, il faut qu'il le garde. Mais dès que le produit a été consommé, il peut l'enlever. D'accord, donc ça c'est très important. Et pour les denrées d'origine animale, donc il utilise aussi du beurre, vous êtes au courant. Là en revanche, il doit garder combien de temps le numéro de l'eau du beurre qu'il a utilisé? Donc 6 mois. Pendant 6 mois. 6 mois, oui, après utilisation. Ok. Par contre, pour les collectivités, c'est 3 ans. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser. Cette conservation doit être physique, donc il faut conserver l'emballage, ou peut-on faire une photographie de l'emballage? On peut faire une photographie de l'emballage, parce qu'en plus, si vous utilisez un système de photo, vous aurez en plus la date de la prise de la photo, donc ça sera encore plus précis. Le but, c'est de garder les étiquettes, mais de façon précise pour se rapprocher vraiment de la date d'utilisation. D'accord. Donc, il n'y a pas d'obligation de moyens. C'est le but en fait. Le but c'est de garder les étiquettes et d'être le plus précis possible. Et y a-t-il d'autres points qui sont contrôlés par l'administration à l'occasion d'un contrôle d'hygiène? Il va y avoir les documents aussi. Il faut la déclaration d'existence. Oui. La formation hygiène aussi.
il faut qu'il y ait au moins une personne de l'établissement qui ait fait une formation en hygiène. Mais qu'elle soit présente tout le temps. Voilà. Donc ça c'est très important. Donc il faut qu'en permanence dans l'établissement, le représentant hygiène. Un collaborateur qui soit détenteur de la formation HACCP en hygiène alimentaire. C'est ça. Hein. Et on préconise aussi que la formation elle soit refaite tous les 5 ans. C'est une préconisation. Alors que la formation se fera, elle est valable à la vie. Oui, dans les textes, il n'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut la renouveler, mais c'est vrai que si vous avez un contrôle et qu'on estime qu'il n'y a rien qui va, les inspecteurs peuvent dire qu'il faut repasser une formation HACCP. Après, ça va dans le bon sens. Si ça fait 15 ans que vous faites le métier, je pense que une petite piqûre de rappel, ça fait pas mal à personne, quoi. Et puis des fois, ils demandent à ce que tout le personnel soit formé à la HACCP, suivant un contrôle en fait. En fonction de l'hygiène de l'établissement. D'accord, donc ça c'est une conséquence d'un contrôle qui ne s'est pas très bien passé pour l'établissement. D'accord. Très bien. Et y a-t-il d'autres éléments, je pense, un peu plus liés au droit du travail, liés aux aspects financiers, liés à la réglementation, aux terrasses? Est-ce que ça finalement ça intéresse ou pas les inspecteurs ou ils considèrent que ce n'est pas leur sujet à eux? Alors, non, principalement, on va dire ce qu'on va rajouter, ça va être les fraudes, parce que maintenant, comme ça a fusionné, il va y avoir tout ce qui est côté fraude. Donc, ils regardent la carte, les affichages obligatoires, etc. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer qu'actuellement, étant donné que les équipes ont évolué, elles sont elles embrassent différents sujets, multi-compétences. Donc là, on va en même temps que le contrôle sanitaire avoir un contrôle, par exemple, lié aux fraudes. Voilà. Les appellations, par exemple sur la carte, s'il y a écrit dorade royale, il faut que la dorade qui est servie soit vraiment de la dorade royale. C'est-à-dire qu'elle ait une petite couronne. Qu'elle soit mariée et tout, parce que si on fait ça sérieusement, la dorade, ça rigole pas. Donc voilà, des petites choses comme ça. La liste des allergènes. La liste des allergènes aussi. C'est ça qu'il faut absolument. Donc l'affichage des prix, tout ce qu'on connaît du périmètre des fraudes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important. Hein. C'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est vraiment un contrôle qui devient pluridisciplinaire et qu'il s'agit non seulement d'être irréprochable sur l'hygiène, mais qu'à l'occasion d'un contrôle d'hygiène, on peut aussi avoir un contrôle, c'est pas qu'on peut, on va aussi avoir un contrôle qui va être documentaire et qui va toucher le droit du travail, les affichages réglementaires. Le droit du travail, des fois, en fait, en général, la DDPP, elle se charge que de l'hygiène et des fraudes. Par contre, comme ils parlent tous entre eux, si jamais il y a un manquement, ils peuvent communiquer avec l'inspection du travail. Mais c'est pas la DDPP qui va faire cette inspection du côté très bien. inspection du travail. Très bien. Ça, c'est vraiment autre chose. Oui, c'est plus l'inspection du travail qui regarde par rapport aux employés. Voilà, document unique, etc. Ça va être le côté inspection du travail. Donc nous, on fait le document unique de sécurité, mais par contre, on va pas au-delà de... on va pas aider... On aide un petit peu, mais c'est pas notre corps de métier. D'accord. En fait. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes en tant qu'expert? Vous allez sur le terrain, bien entendu, vous êtes techniciens tous. Quelles sont les 5 erreurs les plus fréquentes? Alors, moi, j'en ai une, mais c'est pas tant une erreur, c'est on va dire, une petite bêtise. Ok. Le contrôle des températures. On me l'a fait, quand c'est manuel, on a tendance à noter +4, +4, +4, +4, +4. C'est vrai. Des fois, c'est pas bon? Ils sont même en avance sur leur temps aussi. Ça veut dire qu'on remplit pour demain? Oui, c'est ça. Donc là, on sait par exemple que le relevé de température n'est pas fait. C'est juste qu'ils ont vu qu'on est arrivé. D'accord. Quelles sont les autres erreurs que vous avez pu déceler, vous? Les autres erreurs, c'est souvent les dates aussi. Les dates. Ils ne pas les dates de fabrication, de Ou vertu. alors, ils ne sont pas au courant du délai, en fait. Oui, la durée de vie. Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Comment on est au courant du délai? Alors, me dire parce que vous avez fait une formation HACCP, d'accord, mais aujourd'hui, je sais pas, je fais un yaourt maison avec de la menthe, parce que je ne fais pas d'habitude. Comment je sais combien de temps je peux le garder dans mon réfrigérateur, ce yaourt maison? En fait, de toute manière, dans la réglementation, tout est dit qu'il faut garder 3 jours maximum, et si on veut garder un produit plus, il faut faire des analyses pour vérifier que notre process est bon. Et après, il ne faut pas généraliser, parce que tout ce qui va être à base d'œufs crus, par exemple, c'est 24 heures. Oui. D'accord. Mais voilà, il y a des cas particuliers après. Qui ne subissent pas de cuisson. Ouais. Par exemple, la mousse au chocolat, la mayonnaise, c'est 24 heures, parce que c'est l'œuf cru, et il n'y a pas de cuisson. À part si c'est avec des œufs pasteurisés. Donc là, l'erreur que vous constatez souvent, c'est sur
le report, le marquage, l'indication sur la date de fabrication et donc on en déduit la date à laquelle le produit malheureusement devra être jeté s'il n'est pas consommé. C'est ça? Ok. Et y aurait-il à tout hasard encore on en a déjà deux, des sujets qui nous concernent dans la restauration au quotidien. Y a-t-il d'autres sujets comme ça assez fréquents? Moi, je vais avoir les étiquettes des produits d'origine animale. En général, on garde la viande, le poisson, mais on oublie le reste, donc les surgelés. Donc ça, faut pas oublier. Ah, les surgelés. Les surgelés. Ok. C'est souvent oublié, les œufs aussi. Et les œufs, et tout ce qui est crèmerie, en fait, le fromage, tout ça est souvent oublié, en fait. Donc on garde bien les viandes, les poissons, mais pas le reste. C'est vraiment tout ce qui est d'origine animale. Mais vraiment. Quels sont les documents qu'il faut préparer? Y a-t-il une sorte de classeur dans lequel on va consigner les éléments qui vont être vérifiés par l'administration? Donc là, on vient de parler des étiquettes, c'est très clair. Évidemment, les relevés de température qui sont normalement sur le frigo. Mais y a-t-il d'autres documents qui doivent être en anticipation, conservés pour être présentés lors d'un contrôle? La déclaration d'existence. Ok. La formation HACCP. Et après, on peut avoir toutes les procédures, soit spécifiques, soit déjà procédure de lavage des mains, procédure de mise sous vide, les pseudo-refroidissement. C'est un peu ça. En fait, c'est le plan. Ça, c'est une obligation, le plan de maîtrise sanitaire, le plan de nettoyage, c'est une obligation. Oui. Alors ça, de les afficher, mais doivent-ils être dans un classeur dédié ou pas? Non, en fait, même votre finalement plan de maîtrise sanitaire, vous pouvez l'avoir de façon numérique. Il existe maintenant des structures qui vous vendent une application où vous pouvez tout centraliser. Donc là-dessus, il y a vos procédures, vous faites vos enregistrements pour la relevée de température, l'huile de friteuse, les contre-réceptions, quand on utilise une cellule de refroidissement. Donc tout est centralisé et c'est vrai que c'est même mieux parce que quand vous allez finalement chez le restaurateur ou un métier de bouche, tout est dessus et en fait ça se trouve beaucoup plus facilement. C'est plus appréciable. Il a directement le dossier en fait, il a juste à chercher et il peut voir les manquements plus rapidement et pareil ça centralise, donc quelqu'un qui est en charge de ça sera plus facile aussi pour lui de le prendre en main. Après sinon si c'est façon papier, dans ce classeur, comme disait Leslie, déclaration d'existence, formation HCP, les analyses, les rapports d'analyse, rapport d'audit quand ils font les audits et tout ce qui va être les autocontrôles. Quels sont les différents types de sanctions, premièrement, et ensuite quels sont les différents niveaux de sanctions dans chacune de ces catégories de sanctions? On va avoir l'avertissement écrit, comme Céline disait déjà, un premier avertissement. Peut y avoir la mise en demeure ensuite. D'accord. Donc ça répond à certains manquements. Les amendes. Alors, parlons des amendes. Qu'est-ce qu'on risque? C'est quoi? C'est comme un stationnement. Alors, c'est 35 €, ou c'est plus? Il y a ce qui est réglementaire et ce qui va être vraiment mis en place selon vraiment le risque qu'ils auront vu sur place. Donc on peut avoir 450 € d'amende et finalement, comme il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ça va évoluer. Oui, c'est majoré. En fait, il faut savoir, ça je suis experte en amende. C'est un de mes premiers arguments pour que les gens fassent ce que je... Donc 450 € d'amende, par exemple, manquement au niveau des étiquettes et des dates, pouvant être majoré à 3 000 €. Ah oui, quand même. Oui. En fait, s'ils voient que... après, c'est un tout, mais s'ils voient que l'établissement est insalubre, qu'en plus, il manque des étiquettes, qu'elles n'ont pas été gardées, c'est 450 € par étiquette manquante, mais ils ne vont pas s'amuser à aller jusqu'à 45 000 €. Ils majorent à 3 000 €. Après, une poubelle, ça peut arriver, ou un lave-main qui n'est pas fonctionnel, c'est 1 500 € d'amende. Par poubelle ou par lave-main. Alors après, ça c'est vraiment les extrêmes, mais c'est ces classes-là. Et après, comme pour les allergènes, s'il y a absence des allergènes, c'est 1 500 € d'amende. Ah, c'est 1 500 €? Oui, voilà. Si on n'a pas la petite fiche qui informe le public, les clients, de la présence de, oui, il faut bien penser de fruits à coque oui, c'est ça. Et dans la tarte au noix de pécan. Oui, ou du poisson dans le saumon. Ouais. Ou du poisson dans la quiche au saumon. D'accord. Non mais il faut bien y penser parce qu'il y a même le cas de figure où on a des clients qui ont bien fait leur carte des allergènes mais qui ne le mettaient pas sur le menu du jour. Parce que comme c'est... bien sûr. Et j'ai déjà eu un cas où la personne s'est pris 100 € d'amende juste parce qu'il n'avait pas fait sur le menu du jour. Il n'avait pas reporté sur le menu du jour. Je pense que c'était pas juste pour ça que ensemble. D'accord. Mais voilà, c'est toujours une question d'ensemble. Le barème se trouve où? Est-ce que c'est une question d'appréciation ou une question d'application d'un barème qui est assez simple en fonction
de l'erreur qui a été commise. En fait, il y a forcément un barème, mais après, ça va être vraiment sur le jugement. C'est un peu comme quand vous faites une bêtise et que vous allez aux justice, normalement, c'est genre 5 ans d'emprisonnement, et puis on va vous mettre que 3 ans. Donc il y a une appréciation, c'est ça? Vous dites que les inspecteurs vont tenir compte d'un certain nombre d'éléments de contexte. Tout va dépendre déjà si c'est un premier passage, enfin, quand on dit premier passage, si c'est une première intervention dans l'établissement. Ouais. Ils vont pas tout de suite être dans l'agressivité, à moins que ce soit vraiment extrême et qu'il y ait besoin d'une fermeture définitive. Mais si ça vient au bout de la 2e fois, voire même la 3e fois, alors qu'ils ont déjà fait des avertissements, là, il n'y a plus de... Après, c'est pareil, ils vont pas forcément aller tout de suite à l'amende, ils vont faire aussi la fermeture temporaire de l'établissement. Et donc ça, c'est une fermeture administrative, c'est ça? Donc ça, c'est vrai que c'est pas une amende, mais ça vous fait une perte de chiffre. D'accord. Donc indirectement, au plus vite vous remettez... fois, tu peux avoir l'amende avec la fermeture temporaire. Donc c'est vrai que... c'est vraiment à l'appréciation, pardon. Ouais. Et du point de vue pénal, est-ce qu'on risque de la prison? On peut avoir de... Oui, il peut avoir de la prison. Donc il peut y avoir effectivement une conséquence pénale. Oui. Dans certains cas, on va dire les plus graves certainement, une mise en danger, voire un décès. C'est ça. Voilà. Ce que j'allais dire. C'est vrai, mais là du coup ça va pas être... ça va pas être lors d'une inspection. Ça va être suite à un événement. D'accord, j'ai compris. Ok, c'est les conséquences d'une inspection et on relevé des manquements qui entraînent une enquête de police pour déterminer la responsabilité et le cas échéant écoper d'une peine de prison. Non, mais c'est important. C'est important d'être conscient qu'il y a de grosses choses là qui sont en jeu derrière. C'est pas uniquement on vous tire à l'oreille, ça y est, on a trouvé une blatte derrière votre frigo, c'est que ça peut vraiment aller très loin. Et c'est bien entendu au bénéfice de l'hygiène, au bénéfice du client. Je pense qu'il ne faut pas considérer le contrôle comme étant... c'est une aide, c'est une menace. Il faut bien qu'il y ait des chats et pas que des souris. Même si on n'aime pas les souris dans les restaurants. Mais voilà, c'est important. Il faut bien voir le côté positif de ces contrôles qui ont pour objectif de garantir le respect des normes d'hygiène et qui vont derrière garantir que personne ne sera malade. C'est quand même l'objectif. C'est ça. Quand on va au restaurant, c'est pour se faire plaisir, sans prendre plein les yeux, sans prendre plein les papilles. Et certainement pas derrière avoir une intoxication alimentaire. Donc c'est évidemment quelque chose de très important. Pour conclure, quels seraient vos 2-3 meilleurs conseils en tant qu'expert, en disant Bertrand, nous on fait des contrôles en hygiène alimentaire depuis très très longtemps. Vraiment, il y a ces 2-3 choses très simples. Surtout, ne lâchez pas. Donc, on a parlé des étiquettes, on a parlé des relevés de température. Y a-t-il 2-3 choses comme ça, du même ordre? Le nettoyage. Le nettoyage. Ouais. C'est la base, dans tous les cas. Vraiment. Oui, parce qu'un établissement propre ne va pas forcément attirer les nuisibles, du coup. Donc déjà, on élimine le risque de nuisibles, le risque de contamination croisée des aliments aussi. Un établissement propre ne va pas contaminer forcément les plats d'un point de vue bactériologique ou microbiologique. Donc vraiment la base, ça va être l'hygiène. D'accord. Pour moi. Eh bien, Leslie, Céline, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Donc, je rappelle que vous travaillez pour LHL, donc le laboratoire d'hygiène locale, aujourd'hui en Rhône-Alpes et peut-être demain partout. On ne sait pas. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, car nous allons faire un autre reportage sur le sujet très précis de l'hygiène, mais cette fois-ci en crêperie. Et je suis certain que vous allez être extrêmement intéressés par tout ce qu'on va vous raconter. Merci beaucoup et à très bientôt dans le monde merveilleux des crêpes et des galettes. Salut!